Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence vidéo du cabinet AD Consulting, conférence consacrée à la pandémie de la Covid-19, la maladie du Covid-19. Donc, nous avons observé ces derniers mois un certain nombre de réalités, notamment en matière de leadership, qui nous permettent de tirer un certain nombre d'enseignements. Nous avons l'humilité de préciser que les enseignements que nous tirons ici n'ont pas la prétention d'être exhaustifs, mais c'est juste que notre attention a été attirée par un certain nombre d'éléments que nous avons jugés utiles et intéressants de partager avec vous. D'abord, c'est le fait que depuis 2015, en 2015, il y a eu une vidéo d'une personne connue à travers le monde qui est le fondateur de Microsoft, Bill Gates, qui a prévenu le monde sur le risque qu'il courait d'être victime de manière assez sévère, assez brutale d'un virus qui deviendrait rapidement, qui se propagerait rapidement à travers le monde et qui deviendrait une pandémie. Donc Bill Gates a attiré l'attention de tout un chacun, de toutes les parties prenantes, que ce soit les États, les organisations internationales ou les individus, sur le risque qu'il y avait à cela parce que nous ne savions pas gérer ce genre de choses. Nous n'étions pas assez préparés pour gérer une pandémie due à un virus global respiratoire. D'accord? Donc, ça fait un bon bout de temps là qu'il y a des alertes. On a vu des vidéos qui passent sur les réseaux sociaux où des gens, depuis un certain nombre d'années, on avait parlé des bouquins, entre guillemets, qui ont pu émettre un certain type de théorie, etc. Mais ce qui est intéressant dans le point de vue du leadership, c'est de voir combien de fois, parfois, il peut y avoir des alertes. Il peut y avoir des lanceurs d'alerte qui s'expriment, qu'ils soient influents ou pas, mais qui ne font pas, je veux dire, qui ne créent pas un mouvement de prise de conscience ou qui ne conduisent pas les États à prendre les propos au bon et à je veux dire, à mesurer le risque auquel ils sont confrontés maintenant et à développer des mécanismes de mitigation appropriés. Donc, on a vu pour le cas des États-Unis, qui est la première puissance mondiale, la première économie mondiale et la première puissance sur bien des plans, on a vu une situation au sein de laquelle l'Amérique a, entre guillemets, titubé, si je peux me permettre l'expression, mais pourtant des études, des articles, des grands journaux américains ont tous révélé le fait que, à une certaine période de la vie de l'administration américaine, il y a eu un guide qui avait été préparé notamment par l'administration Obama pour essayer d'indiquer aux différentes agences fédérales américaines importante, quel comportement elle devrait avoir face à une pandémie. Semble-t-il, ce guide aurait été un peu mis de côté parce que la cellule qui avait présidé à sa conception a été dissoute quelques moments après le changement de leadership à la tête du gouvernement américain. On a vu au niveau des États européens combien de fois certains, la majorité d'entre eux, avaient quelque peu eu du retard au démarrage dans la mise en œuvre des actions concrètes rapides pour contrer le virus. Ça a changé depuis, on l'a vu avec la mise en place du confinement et aujourd'hui, disons-le, Dieu merci, les statistiques commencent à montrer une lueur d'espoir. Là, les nombres de morts par centaines et des centaines ne sont plus le cas. Et Dieu merci pour l'Italie, pour la France, pour l'Espagne, etc. Mais l'exigence est de pouvoir continuer à demeurer sur le qui-vive là pour éviter vraiment que la situation ne puisse dégénérer. D'accord? Donc on a vu aussi un contraste en matière de leadership assez intéressant au niveau des États. C'est que les États des pays émergents d'Asie, on l'a vu avec la Corée du Sud, par exemple, qui ont pu être assez agiles et réagir très tôt dès le début. Les journaux ont expliqué combien de fois en Corée du Sud, par exemple, une semaine après le premier cas, le gouvernement sud-coréen a tout de suite convoqué les fabricants d'équipements de protection individuelle, les fabricants de masques, pour les inviter à produire des masques en quantité. Au mois de mars, semble-t-il, la Corée du Sud était devenue en surproduction de masques, elle était en mesure d'en exporter dans les autres pays. Et puis, ils ont fait l'usage des nouvelles technologies de l'information pour effectuer une traçabilité des individus. Bon, cela pose des questions
de data privacy, comme on dirait en Occident, sur l'intimité des uns et des autres, ce qui se fait en Corée du Sud, peut-être pas facilement mise en œuvre dans un pays comme la France, dans des pays occidentaux. Mais enfin, qu'à cela ne tienne, la leçon à tirer, ça a été l'agilité de ce gouvernement-là. On a vu aussi la manière à travers laquelle un pays comme le Vietnam s'est employé à minimiser vraiment le nombre de victimes du Covid et le nombre de morts. Mais cela ne veut pas dire, malgré tous les efforts qu'ils ont faits, qu'ils n'ont pas été victimes quelquefois de résurgence de la pandémie. Cela montre à quel point le défi est immense pour ce qui est de la maîtrise de ce Covid. Un virus vraiment dévastateur, un virus qui nous remet en question tout le monde sur bien des plans. D'accord? Donc, en Afrique, on a craint le pire et on a été agréablement surpris de voir la résilience avec laquelle l'Afrique a supporté tout ceci. On attendait des centaines, des milliers et des milliers de morts. On attendait des images catastrophiques dans les rues des villes africaines. Mais quelque part, heureusement, on va dire, la situation n'est pas aussi catastrophique que cela, bien que sur le plan de la gestion de la mise en œuvre des mesures barrières, etc., laisse un peu à désirer de la part d'un certain nombre d'agences dans un certain nombre de pays, etc. Il y a des critiques, etc. Mais en fait, je veux dire, on apprend en faisant. Donc, c'est un virus qui est inconnu, c'est une situation inconnue. Mais là où ces agences-là doivent se distinguer, c'est dans l'état d'esprit en matière de leadership, c'est dans leur capacité de comprendre que on ne peut pas gérer le Covid en faisant avec les mêmes manières qu'avant le Covid. Donc, il faut être assez agile, il faut être assez flexible dans la tête et flexible au niveau des opérations pour adapter les processus, les systèmes, les directives, la législation, etc., afin de pouvoir venir à bout de ce virus-là. D'accord? Donc l'agilité est extrêmement importante. On l'a vu, la manière dont les pays occidentaux ont été économiquement très agiles en mettant en place des mesures exceptionnelles. Ils ont littéralement inondé leurs économies de milliards de dollars ou de milliards d'euros pour empêcher le système financier de s'écrouler. Parce que ces économies-là tiennent sur la finance et lorsque les vents de panique comme ceux qui ont commencé à se manifester à travers la propagation du Covid ont commencé à se lever, eh bien on les a tout de suite contrés, on les a tout de suite endigués en injectant des milliards de dollars dans l'économie. On a vu le secteur du pétrole s'écrouler, mais la dernière fois je lisais comme quoi que les prix commençaient à repartir à la baisse. Ça montre que la confiance des acteurs économiques commence à être au rendez-vous. D'accord? Donc, on a des pays africains qui se manifestent vraiment aussi, qui se distinguent. On a par exemple la Tunisie qui, l'année prochaine, profite de l'opportunité que lui offre le Covid pour vraiment faire un bond en avant, un saut vers la généralisation du paiement mobile. C'est une information que j'ai pu glaner auprès du site internet www.jeuneafrique.com. Il nous informe qu'au mois de juin, tout sera en paiement mobile quasiment en Tunisie. Il faut savoir que la Tunisie à traîner des pieds, c'est un pays qui est en avance en matière de paiement mobile, mais les acteurs du paiement mobile ont souvent appelé l'État tunisien à pouvoir faciliter, inciter les Tunisiens à passer au paiement mobile dans un pays qui, 39% de la population ne dispose pas de compte en banque. Je pense que c'est un défi intéressant. Le Covid-19 les y a contraints. Comme le Covid-19 contraint beaucoup de pays aujourd'hui à pouvoir s'adapter. On a vu en Occident combien de fois les organisations modernes n'avaient pas d'autre choix que de demander à leurs employés, aux personnes qui contribuent à leur avancement, de travailler de la maison. On a l'Internet qui est généralisé à moindre coût. Il a fallu donner des ordinateurs, etc., quelques moyens pour pouvoir permettre aux employés de continuer de travailler à partir de la maison. Il a fallu donc beaucoup de capacité de flexibilité à la fois mentale et flexibilité organisationnelle au sein de la famille, parce que quand on a des agents ou des employés qui travaillent alors qu'ils ont des familles, il faut se réadapter. Donc le Covid a contraint tout le monde à sortir de sa zone de confort. Et là, c'est une leçon extrêmement importante à tirer. On le savait ça avant le Covid et on le sait encore plus pendant le Covid ou même après le Covid. C'est notre capacité à être assez flexible. On ne peut plus se cantonner dans des dogmes, dans des manières de faire et espérer pouvoir gérer toute situation inattendue de cette manière-là. Il faut être flexible, il faut pouvoir s'adapter. D'accord? Donc, le Covid-19 a conduit les leaderships à tous les niveaux que ce soit, au niveau des États, au niveau des entreprises, au niveau des familles,
à se remettre en question et adapter des choses nouvelles. Donc c'est la leçon à tirer, c'est l'opportunité, parce qu'en toute chose, en tout malheur, il y a quelque chose de bien, et c'est ce que le Covid nous aura apporté de manière assez tragique. Mais bon, c'est une opportunité sur laquelle il va falloir bâtir et pour consolider, construire un monde meilleur, parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, le défi est encore grand, on va devoir vivre avec ce virus jusqu'à ce qu'un remède efficace puisse être trouvé. Nous vous remercions donc de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.